Podcast Colomiers présente. Le Café des Solutions, le podcast consacré à la Maison des Transitions écologiques pour s'informer, échanger, se former avec nos acteurs du développement durable. Les nouvelles solutions d'éco-construction, podcast Maison des Transitions écologiques de la ville de Colomiers. Bonjour, je suis Julien Coutinot, architecte associé cofondateur de l'agence C+2B Architecture et je vais vous parler aujourd'hui notamment de la Maison des Transitions écologiques de Colomiers dans laquelle j'ai pu animer la première conférence du premier Café des Solutions pour vous parler d'éco-construction et plus généralement de construction durable. Alors, C+2B Architecture, c'est une agence d'architecture basée à Toulouse, dont je suis un des deux associés cofondateurs. Et nous travaillons sur des projets variés, des projets publics, mais surtout des projets engagés dans une architecture plus vertueuse qui tente de minimiser son impact sur l'environnement. Avant de parler d'éco-construction, il est indispensable de contextualiser les propos. Alors comme vous le savez, sur l'année 2024, nous nous retrouvons depuis le 1er août dans une situation de dette écologique. C'est la date théorique du jour du dépassement qui avance malheureusement tous les ans et à laquelle l'humanité a consommé la totalité des ressources renouvelables sur une année. Donc il y a un architecte américain qui s'appelle Buckminster Fuller, qui est connu pour ses recherches futuristes et ses dômes géodésiques notamment. Il comparait la Terre à un vaisseau spatial. Alors, selon lui, les passagers que nous sommes sur cette embarcation planétaire fragilisent eux-mêmes leur propre navire. Et ce fameux architecte, Buckminster Fuller, il est mort en 1983, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans. Et ses propos résonnent encore plus aujourd'hui. C'était pour moi important de reparler de lui, puisque déjà à l'époque, il nous alertait. Donc c'est à la fois le navire et l'équipage qui sont clairement en danger. Donc face à ces défis, le rôle des bâtisseurs il est essentiel. L'ONU a établi en 2018 que le secteur du bâtiment était responsable de 40% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Mais en fait, le monde de l'aménagement du territoire, donc par l'architecture, par l'urbanisme, par l'agriculture, puisque tout ça est lié, représenterait plus de 60% des gaz à effet de serre. Autre chiffre important, 60% des déchets proviennent du monde de la construction et du bâtiment, donc ce qui représente en France plus de 3 tonnes par habitant. Donc on commence ici à mieux cerner les enjeux d'un nouveau paradigme constructif, à l'heure où l'énergie pollue, les ressources s'épuisent et où les déchets explosent. Donc les architectes, les concepteurs, les designers doivent absolument repenser leur façon de concevoir. Il y a une urgence à changer de modèle. Le 19e siècle a été celui de l'acier, le 20e siècle celui du béton, le 21e siècle doit être celui des matériaux bio et géosourcés. Longtemps passé sous les radars des critiques environnementales, le secteur du bâtiment est maintenant pointé du doigt à juste titre, et donc de nouvelles façons de penser émergent depuis plusieurs années à des échelles plus larges. J'aimerais mettre en avant aujourd'hui, à travers ce discours, j'aimerais mettre en avant quelques démarches qui démontrent le tournant qui est en train de prendre le bâtiment, pour montrer que quand même des choses sont en train de se passer, et heureusement. Il y a par exemple le mouvement de la frugalité heureuse et créative, initié par Philippe Madec, qui est architecte, Alain Bordarel, ingénieur, et Dominique Gauzin-Muller, qui est architecte, qui ont créé ce mouvement de la frugalité heureuse et créative. Et justement, au moment de la conférence, donc en ce début du mois d'octobre, il y avait les rencontres nationales de la frugalité qui avaient lieu à Nancy et qui regroupaient tout un tas d'acteurs du bâtiment qui veulent parler de manière très positive et enthousiaste sur ce qui se fait et sur la transition du bâtiment. Il y a aussi des labels, des labellisations, des certifications, comme le bâtiment bas carbone, le bâtiment passif, le bâtiment à énergie positive,
et d'autres démarches comme la démarche volontaire Bâtiment Durable Occitanie, donc BDO, dans laquelle la MTE, la Maison des Transitions Écologiques, est engagée depuis le début. C'est la mairie de Colomiers qui portait beaucoup d'ambition à travers ce projet et qui avait décidé d'inscrire ce projet dans cette démarche, qui est une démarche régionale, mais avec plusieurs démarches similaires dans toute la France. Alors c'est une démarche en 3 temps qui permet de valoriser et d'expérimenter sur des bâtiments exemplaires sur un ensemble multicritères. Donc cette démarche, c'est une démarche qui vise à faire progresser la filière. Donc maintenant que tout ça est dit, passons donc à la fameuse question comment construire en 2024? Quelles sont les solutions de décarbonation? Alors pour illustrer les réponses à ces questions, pour moi j'ai ressorti 3 grands enjeux qui sont à l'échelle large. Pour moi, les enjeux à absolument prendre en main quand on est dans ce secteur de la construction. C'est tout d'abord la rénovation et la réhabilitation. Ensuite, c'est l'architecture bioclimatique. Et enfin, l'économie circulaire. Pour moi, c'est 3 grands leviers qui permettent de faire de la transition du bâtiment une réussite. Alors tout d'abord, la rénovation et la réhabilitation. Donc, compte tenu de la consommation des sols, qui exerce toujours plus de pression sur notre environnement, il est indispensable de se poser la question si l'on doit construire ou non. En fait, cette question doit devenir un prérequis. La rénovation, la réhabilitation, la transformation du bâtiment existant, elles doivent s'imposer comme le travail prioritaire de demain. Il faut travailler déjà sur ce qui existe, ce qui est déjà là, qui a une valeur considérable. Par exemple, l'architecture scolaire qui date d'après-guerre, elle est obsolète de nos jours. On le voit, il y a des inconforts climatiques, des inadaptations aux nouvelles pédagogies. Sauf que quand même, on peut noter que la plupart de ces établissements sont constitués d'une base qui est là, qui est solide, d'une bonne structure, souvent en béton, de fondations qualitatives, de structures qualitatives, de trames qui peuvent donc servir en fait de support précieux à la transformation de ces bâtiments. Donc on est dans ce qu'on peut appeler le faire mieux avec moins. Ensuite, l'architecture bioclimatique, c'est une architecture qui existe depuis toujours, mais que l'on a oubliée à cause du béton et de la climatisation, qui nous permettent de construire partout pareil, sur différents points du globe, sans prendre en compte le contexte immédiat. L'architecture bioclimatique, elle, au contraire, s'appuie sur son contexte immédiat et sur ce qu'il lui apporte. Ressources naturelles, ressources physiques. Ainsi, un bâtiment peut se rafraîchir par les vents et la ventilation naturelle, mais aussi par la végétation. Il peut aussi se chauffer grâce au soleil. Surtout, plus que le béton, qui est source d'énormes quantités de gaz à effet de serre, un bâtiment peut être conçu et réalisé à partir de ressources locales. Donc la terre, par exemple, le bois, la pierre et autres fibres végétales, par exemple. Ainsi, il diminue drastiquement son impact tout en valorisant les savoir-faire locaux. Donc là aussi, faire mieux avec moins. Enfin, l'économie circulaire. Alors c'est pour moi le 3e axe qui permet de réduire considérablement l'impact du bâtiment sur l'environnement. L'économie circulaire, elle se résume ainsi. Les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Comme on l'a vu un peu plus tôt, le bâtiment étant un gros générateur de déchets, il est donc, par conséquent, un gros générateur de ressources. Cette filière du réemploi se structure de plus en plus avec toujours plus d'acteurs, de guides et de plateformes qui émergent. Elle génère des boucles de valeur très positives et stimule la créativité des concepteurs. Là aussi, faire mieux avec moins. Maintenant, je vais vous présenter, au-delà de ces concepts généraux, des exemples à travers des cas concrets pour que vous puissiez bien comprendre du coup comment tout ça se traduit au quotidien. Alors la rénovation, la réhabilitation, la transformation du bâtiment existant, je vais vous en parler à travers un groupe scolaire qu'on a réalisé à Beauzelle, c'est le groupe scolaire Les Chênes.
Plutôt que de construire du neuf, la mairie a décidé de réhabiliter ce groupe scolaire existant, vétuste, en nous donnant pour challenge de faire aussi bien que le neuf qui avait été construit juste avant dans une nouvelle zone à Beauzelle, avec beaucoup de logements neufs. Nous avons déjà commencé par établir un diagnostic précis du bâtiment pour réussir à travailler de manière ciblée à une réhabilitation exemplaire et à des extensions adaptées. En plus, nous avons apporté une nouvelle manière d'entrer dans l'établissement en aménageant un parvis et une sorte de couture urbaine qui génère rencontres et mobilité douce. Donc on a commencé par conserver le squelette béton de ce bâtiment, qu'on conserve pour ses qualités structurelles, pour sa rationalité constructive. Il devient ainsi le support d'une nouvelle enveloppe performante pour rendre le bâtiment très confortable. Donc des protections solaires sont mises en place, des protections solaires passives pour se protéger du soleil et ainsi éviter les apports trop importants causant de l'inconfort l'été, surtout dans nos régions. De la ventilation naturelle est gérée par les usagers eux-mêmes qui ouvrent simplement des ouvrants qui sont dédiés à cette ventilation naturelle, permettant un rafraîchissement de l'intérieur par des nuits qui sont plus fraîches par exemple. Une chaudière à bois apporte le chauffage par une biomasse produite en France, plutôt que de brûler le gaz russe par exemple. Et des extensions construites en bois permettent de rendre le bâtiment notamment plus propre, parce qu'on peut préfabriquer les choses et on est dans une filière qu'on appelle une filière sèche, qui permet d'avoir un chantier maîtrisé, beaucoup plus propre, et on maîtrise aussi les déchets. Donc à l'issue de ce chantier, les écoliers profitent d'une école quasiment neuve en fait, à partir d'un existant. Ensuite, pour l'architecture bioclimatique, quoi de mieux que de partir sur le bâtiment dans lequel on s'est retrouvé pour cette conférence. C'est bien sûr la Maison des transitions écologiques. Rien de mieux que de parler de transition et d'architecture bioclimatique que de se retrouver dans ce bâtiment. Donc tout a commencé ici par un appel d'offres lancé par la mairie de Colomiers pour la réalisation d'une maison des transitions écologiques. Bâtiment dans lequel je me trouve au moment de la conférence. La mairie avait décidé d'inscrire le projet dans la démarche BDO, donc bâtiment durable Occitanie, en ciblant le niveau le plus élevé, c'est-à-dire qu'elle portait le plus d'ambition dans cette démarche-là, c'est-à-dire que c'était le niveau or. Étant une agence engagée, nous avons répondu avec la ferme intention de remporter cet appel d'offres. Nous avons tout de suite vu le potentiel démonstrateur de ce type de bâtiment. Nous sommes ici sur un site stratégique pour la commune, véritable trait d'union entre deux tissus urbains. La parcelle endosse seule le rôle de polarité à l'échelle de la métropole, de la commune et du quartier. Avec l'arrivée de la 3e ligne de métro, on comprend très vite la situation stratégique du site. C'est comme ça que nous avons imaginé un écolieu fédérateur dans lequel j'ai été très fier de faire le premier café des solutions. Tout d'abord, nous avons souhaité exploiter les ressources immédiates du site pour réaliser un bâtiment frugal et bioclimatique. Ainsi, nous avons conçu un bâtiment qui utilise le soleil pour se chauffer, qui utilise le platane et la végétation à venir pour se rafraîchir, tout comme la ventilation naturelle. Nous avons utilisé aussi la ressource bâtie déjà présente avec la réhabilitation de la maison du garde-barrière. Nous avons conçu le bâtiment avec le moins de béton possible. Il a été minimisé au maximum. Il est seulement présent sous nos pieds pour constituer la base, la dalle sur laquelle construire notre bâtiment. Ensuite, sur cette dalle, nous avons imaginé une structure en bois, donc bois de France, que nous avons remplie ensuite par des briques de terre crue qui sont, elles, produites à Groyer dans le Tarn. Donc on a utilisé des ressources locales et naturelles. La terre crue, elle est très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'un matériau présent en abondance, qu'on a sous nos pieds, souvent considéré comme un déchet dans le secteur du bâtiment, qui est recyclable à l'infini et qui est utilisé depuis la nuit des temps, puisque dans des régions du monde, la terre crue a toujours été présente sous différentes formes,
sous forme de pisé, de briques, de torchis. Elle peut être aussi coulée, mais c'est un matériau ancien que l'on retrouve maintenant dans de nouvelles constructions puisque c'est un matériau hyper intéressant d'un point de vue durable et écologique. Elle apporte également une grande inertie qui permet d'améliorer le confort en hiver et en été puisqu'elle agit comme un accumulateur thermique. C'est-à-dire que l'hiver, elle va se charger des calories qui lui sont offertes peut-être par le soleil qui va préchauffer le bâtiment et elle va les restituer dans la journée. Et pareil pour l'été, le confort d'été, c'est-à-dire qu'elle va accumuler de la fraîcheur et sur des journées chaudes pouvoir relarguer cette fraîcheur et donc participer à un très bon confort intérieur. Tout comme un confort hygrothermique puisqu'elle va accumuler lorsque l'humidité, le taux d'humidité est trop important dans la pièce, elle va se charger en humidité pour la relarguer plus tard quand justement l'air intérieur en aura besoin. Donc dans la maison des transitions écologiques, la terre crue elle est mise en œuvre par des briques, donc des formats de briques compressées et qui ont été mises en œuvre comme de la maçonnerie classique pour constituer des murs et ainsi fermer le bâtiment vis-à-vis de l'extérieur. Ensuite, nous avons dû isoler cette terre et cette toiture en bois. Pour cela, nous avons utilisé la laine de bois, donc, qui a un très faible impact environnemental et qui a un très bon pouvoir isolant. Ensuite, cet isolant, par l'extérieur, nous l'avons recouvert par de la brique de terre cuite cette fois-ci, pour faire référence au savoir-faire de la région. Et la brique de terre cuite résiste très bien à l'extérieur. C'est là où elle est finalement la mieux. Donc le mur qu'on a constitué avec ces multicouches, une brique de terre crue isolant, une brique de terre cuite, c'est un mur qui devient excellent et qui est très performant. Ensuite, nous avons voulu mettre en place des solutions passives pour toujours dans l'optique de réduire l'impact du bâtiment. Donc des solutions qu'on peut appeler low-tech, donc basse technologie, pour diminuer la présence d'équipements techniques en comparaison avec le high-tech qui pousse à une surenchère technique. Et ce sont aussi des équipements qui peuvent tomber en panne, qu'il faut maintenir, qu'il faut réparer. Donc nous, on a fait vraiment le choix de limiter tous ces équipements. Pour cela, nous avons par exemple décidé de ne pas mettre de ventilation mécanique. C'est-à-dire que finalement, le renouvellement de l'air hygiénique va se faire naturellement. Donc ce sont les usagers qui vont prendre en main le bâtiment. Il y a des petits indicateurs par un minimum de technologie qui vont indiquer aux usagers à l'intérieur le taux de CO2, la qualité de l'air. Et ainsi, l'usager va pouvoir prendre en main son bâtiment et faire de la ventilation, ouvrir les fenêtres quand on lui dit de le faire. Et la nuit, par exemple, on pourra, sur des périodes chaudes, lorsque la nuit est un peu plus fraîche, on pourra ouvrir le bâtiment pour faire un balayage et ainsi chasser les calories du bâtiment et prévoir un rafraîchissement. Parce qu'évidemment, nous n'avons pas prévu de climatisation. Ensuite, pour le système de chauffage, il est simple et il est domestique. C'est une simple chaudière à granulés, bois, qui permet de faire le chauffage comme on pourrait le faire dans une maison classique. Donc là aussi, on voulait démontrer que pour un bâtiment public, on peut être sur des équipements domestiques très, très simples. Enfin, nous avons surtout trouvé un moyen de faire mieux avec moins en imaginant la halle comme un espace supplémentaire modulable et support d'usage. En effet, la halle où se situe le jardin intérieur constitue un large espace de circulation, mais pas seulement. Totalement non chauffée, cette halle sert d'espace tampon entre l'extérieur et l'intérieur. Des espaces qui sont eux chauffés et qui représentent les salles d'activité. Dans cet espace intermédiaire, le soleil préchauffe l'air l'hiver. L'air chaud l'été est ventilé et les salles sont ainsi protégées. Donc c'est un espace tampon qui permet d'avoir finalement l'hiver sans le chauffer, un espace confortable avec une température très agréable. Et l'été, c'est le jardin intérieur qui va apporter de la fraîcheur dans cet espace qui va du coup être retransmis ensuite aux salles intérieures. Donc le paysage dans notre projet, il fait partie intégrante de l'architecture bioclimatique. En architecture bioclimatique, la nature fait partie intégrante du projet et inversement. C'est vraiment une relation qui est forte. Il y a beaucoup d'interactions. Le paysage ici, il a été pensé comme un paysage utile, un paysage actif. C'est pas juste un paysage qui se regarde. Il assainit, c'est-à-dire qu'il
Il y a un jardin de phytoépuration qui collecte les eaux usées du bâtiment et qui va les nettoyer par le pouvoir des plantes et les restituer à la nature dans les sols. Il nourrit puisqu'on va mettre en place avec la mairie de Colomiers un verger et un potager perpétuel. Donc le paysage peut nourrir. Donc ici on n'est pas dans l'optique de nourrir la population de Colomiers évidemment, mais il va pouvoir servir de démonstrateur et montrer comment le paysage peut apporter à la population et aux gens qui s'en occupent. Et ensuite il protège, puisqu'on a un énorme platane ici qui est majestueux dans l'angle de la parcelle, qui nous a toujours depuis le début marqué et qu'on a voulu remettre en valeur. Donc on lui a dégagé le pied et il va apporter de l'ombre, il va apporter de la fraîcheur et il va apporter aussi toujours un signal, hein, comme c'est le cas depuis toujours dans la commune de Colomiers. Enfin, l'économie circulaire dans le bâtiment apparaît comme une solution pour consommer moins, comme je l'ai expliqué. Et pour cela, je vais présenter quelques exemples avec des visuels que vous pouvez ensuite retrouver en lien. Donc il y a de nouvelles obligations réglementaires déjà qui fixent des seuils minimaux d'objectifs de réemploi à venir pour 2028. Ça c'est très important de le rappeler. C'est-à-dire que les acheteurs publics, les acteurs du monde du bâtiment doivent se mettre dans cette logique-là pour réduire les déchets. Pour répondre à ces obligations, il est indispensable de ne plus penser démolition. Donc c'est un mot que nous, à l'agence, on essaye d'éviter, mais plutôt déconstruction. La déconstruction vise à déposer proprement, à démonter, à déconstruire proprement un bâtiment pour en récupérer les matériaux autant que possible. Quelques exemples de réemploi pour que cela soit plus clair pour vous. Ici, par exemple, à la MTE, nous avons réutilisé des bois d'une charpente qui était en déconstruction pour en faire les bancs que vous verrez à l'extérieur. Sur une école, nous avons récupéré totalement les fenêtres de l'école existante qui avait pour vocation d'être déconstruite. On a récupéré toutes les fenêtres pour les replacer sur une coursive qu'on appelle une coursive bioclimatique, donc pour reconstituer un espace tampon. Mais ça peut être aussi des briques, du parquet, des isolants, des toitures. Tout cela peut être déposé soigneusement pour ensuite retrouver une seconde vie. Donc vous verrez à travers des visuels quelques exemples qui montrent comment sur un bâtiment démonstrateur on a récupéré, donc des architectes à Paris qui sont très avancés sur cette économie circulaire, ont récupéré des porte-palières qui étaient vouées à la destruction pour en faire finalement le bardage d'un petit pavillon. Un autre exemple où ce sont des volets bois qui ont été récupérés et repeints, retraités pour reconstituer une nouvelle façade en bois d'un bâtiment. Mais ça peut être aussi des équipements sanitaires qui sont récupérés, retraités et puis remis dans de nouveaux projets, des radiateurs, des chemins de câbles, des dalles de plancher, des dalles de moquette. Il y a tout un tas d'exemples et la filière est en train de se restructurer avec beaucoup d'acteurs qui sont très engagés. Et ici, à la MTE, en plus de ce qu'on a mis en place, c'est le mobilier. Le mobilier a été constitué avec du réemploi de fer à béton, d'IPN structurel, et ils ont été upcyclés pour faire le nouveau mobilier, des assises, des bancs, des étagères. Donc vous pourrez voir dans le bâtiment des exemples très, très concrets de ce qui peut être fait. Voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que vous aurez, par ce podcast, découvert un peu plus l'architecture et les nouveaux enjeux en 2024. Le plus concret sera de venir à la Maison des Transitions écologiques, puisque ce que je vous ai présenté, les systèmes constructifs, les systèmes techniques, mais aussi le réemploi, tout ça est présent dans ce bâtiment que l'on veut le plus démonstrateur possible. Donc c'est un cas concret qui pourra vous montrer ce qui peut être fait à l'heure d'aujourd'hui pour une construction toujours plus vertueuse.
Voilà, donc ce podcast est à retrouver sur le site de la mairie, en audio, aussi en écrit, pour être totalement accessible à tout le monde. Et un visuel complétera les propos pour que vous puissiez voir ce que j'avais présenté lors de la conférence et ainsi avoir des images plus parlantes. Voilà. Merci et au revoir. Venez assister au Café des Solutions une fois par mois le samedi. La Maison des transitions écologiques de la ville de Colomiers vous accueille en libre accès les mardis, mercredis et jeudis de 9h à 13h et de 14h à 18h. Découvrez le programme de ces animations sur le site ville-colomiers.fr. Retrouvez l'ensemble des podcasts de la ville de Colomiers sur les différentes plateformes d'écoute.